Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes retours de lecture. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais tout d'abord vous parler du cercle, enfin le titre c'est Le cercle de Lady Tan de Lisa Si aux éditions Albin Michel. Je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Il me faisait vraiment envie. Je l'ai vu sur, je crois que c'est Gérard Collard qui en avait parlé, et voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est historique et j'avais envie du coup de lire ce bouquin. Je vais vous montrer tout d'abord le marque-page que j'y ai mis pour lire ce livre. Donc un petit marque-page qu'une copine m'avait fait tout en blanc, elle m'avait fait des bases en fait, et j'ai mis de la couleur rose avec une petite chinoise, et où il est écrit une belle histoire avec donc les fleurs japonaises que j'aime tant, du cerisier. Alors, ce livre, je l'ai adoré. J'y ai mis la note de 19 sur 20 parce que j'ai adoré ce bouquin. C'est un gros coup de cœur pour moi. Je me doutais que j'allais aimer cette histoire parce que, comme je vous dis, c'est vraiment des faits qui ont... c'est des faits historiques. Hein, alors, c'est romancé, bien sûr, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec cette femme, mais c'est l'histoire quand même de cette femme médecin qui a vécu en Chine au XVe siècle, qui s'appelle Xiun Xian. Tan Xiun Xian. Alors, oui, c'est très compliqué pour moi de prononcer ce mot, mais c'est pas très grave. Donc en fait, cette jeune femme est la fille de quelqu'un de riche en Chine, et elle est promise du coup à quelqu'un de riche aussi. Donc il faut savoir que les femmes là-bas sont promises très tôt, et en fait elle s'est mariée à l'âge de 14 ans. Mais par contre, sa maman est décédée quand elle était très jeune, et elle est allée vivre, en fait, son papa, il l'a abandonnée, on va dire, hein, il l'a laissée chez les parents de sa mère, et ses grands-parents sont médecins, donc son grand-père est médecin, et sa grand-mère est une, on va dire, médecin avec les plantes et tout ça. Et du coup, ils vont apprendre à la petite, parce qu'elle est petite, hein, elle a 6 ans, ils vont lui apprendre à explorer donc tout ça. Et donc, elle va s'y faire. Et elle aime beaucoup aider sa grand-mère, voir son grand-père travailler, etc. Donc, du coup, ça amplifie sa curiosité. Mais du coup, comme je vous disais, à l'âge de 14 ans, il a fallu partir, puisqu'il a fallu qu'elle aille dans sa belle famille, chez son futur mari. Alors au début, c'est très compliqué avec sa belle-mère. Et puis au fil du temps, elle va lui laisser un petit peu plus de lest. Elle va avoir des enfants qu'elle n'arrivait pas à avoir au départ. Elle va en avoir plusieurs. Elle va partir à la cité interdite, voir l'empereur. Elle va aller aider, en fait, parce qu'il va y avoir une... Alors c'est pas le Covid, hein, mais c'est un peu comme... Il va y avoir une grosse épidémie, et du coup... Xiun Xian va aller aider du coup l'Empire, donc à plusieurs kilomètres de chez elle, enfin bon, et elle va du coup, puisqu'elle a beaucoup de dons pour soigner, mais c'est surtout un apprentissage quand elle était petite, du coup elle va aider et elle va secourir beaucoup de monde. Donc du coup elle va être un petit peu reconnue. Alors on va parler de tout ça. Et puis on va parler aussi des us et coutumes de la Chine au XVe siècle. On va parler des pieds bandés des femmes dès leur plus jeune âge, hein, à 3-4 ans. On commence à bander les pieds des petites filles, hein, c'est horrible. Donc le pied était ratatiné comme ça pour avoir des tout petits pieds. Les Chinois apparemment aimaient beaucoup les petits pieds, donc ils avaient des tout petits pieds. Donc naturellement, les jambes n'étaient pas autant musclées que les nôtres, où on a quand même une largeur de pose quand on marche. Elle, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, tout ça, on va être donc à l'intérieur. On parle beaucoup de pieds bandés dans les premiers chapitres, mais c'est hyper intéressant.
de connaître pourquoi, comment ils font, le processus, etc. C'est vraiment, c'est époustouflant. Alors naturellement, on connaît tous, mais comment ils faisaient, moi je ne connaissais pas à fond ce genre de choses. Après, on va être dans les tissus, les soies, etc. pour leurs tenues qui sont juste trop belles, hein. C'est décrit majestueusement. J'ai beaucoup aimé ce livre, je me sentais là-bas. Alors après, avec le thé, les odeurs de jasmin, les odeurs de thé, oh là là, c'est... Vraiment, j'ai les petites porcelaines, les petites choses, les petites théières. J'ai aimé être dans l'ambiance de cette Chine au XVe siècle, malgré tout, parce que la femme à cette époque-là n'était pas du tout... c'est un objet, hein, elle était là pour faire des petits, et c'est tout. Et elle se taisait, elle n'avait rien à dire. Donc je pense que cette femme, Xiundian, elle a réussi avec à son mari de lui inculquer que bah, c'était une femme et qu'elle avait envie de faire autre chose que d'être avec ses enfants, etc. Mais ça a été vraiment une sinécure, hein, parce que son mari écoutait sa maman, la belle-mère, comme je vous dis, c'était un petit peu compliqué. Mais vraiment, ce livre est superbe et, comme je vous dis, historique à souhait. Donc on a beaucoup de choses de l'histoire de la Chine, hein, à cette époque-là, et j'ai adoré du coup ce livre. Voilà, vous avez bien compris. Ensuite, j'ai lu Du miel sous les galettes de Rukiata Ouedraogo aux éditions Slatkin et compagnie. Donc ma fille me l'avait ramené lors d'un don, c'était des associations qui donnaient des bouquins. Je vous en avais parlé et elle en avait à peu près choisi une dizaine et il était dedans. Donc celui-ci, c'est une épreuve reliée non corrigée. Voilà, donc l'autrice, hein, qui est une humoriste. Donc moi, je ne connaissais pas cette femme. Donc dites-moi si vous la connaissez. Donc là, on va être avec Rukiata, qui est toute petite, hein, c'est sa vie personnelle. Elle va nous parler, donc en fait, il va y avoir 2 temporalités, mais surtout une, hein, quand elle était petite au Burkina Faso, puisqu'aujourd'hui elle est en France. Donc elle va nous parler de sa famille. Donc c'est une toute petite fille quand on commence à la connaître, hein. Elle est bébé en fait, hein. Et elle va nous parler de sa maman, Djelila, de son papa et de ses frères et sœurs, mais surtout de la vie aussi là-bas, voilà, avec tout plein d'anecdotes, les us et coutumes aussi. Moi j'aime beaucoup en fait ces bouquins-là. J'ai voyagé ce mois-ci et vraiment je suis contente. Alors en sachant que le Cercle de Lady Tan, c'était mon dernier livre du mois de juillet et celui-ci c'était mon premier livre du mois d'août. Donc comme je vous disais, on va être avec cette petite fille qui va nous parler du coup de sa famille. Donc quand elle est toute petite, son papa va aller en prison parce que son papa il est dans les bureaux, hein, va être comptable on va dire, et il va être jugé parce que on va dire qu'il a volé des fonds de sa société, mais en fait c'est pas lui du tout. Mais là-bas, comme il y a beaucoup de passe-droit, quand ils sont, voilà, il y a beaucoup quand on n'aime pas quelqu'un, on peut facilement en fait le mettre en prison et l'écrouer. Et cette femme, Djelila, donc la femme du papa de Rukiata, s'est battue becs et ongles pour sortir son mari de prison, pour pouvoir élever ses 7 enfants, parce que c'est très compliqué pour elle, hein, il n'y avait plus de revenus. Donc elle est un peu toute seule avec ses mômes. Alors c'est une femme qui va faire des galettes, c'est pour ça que ce livre, il est dédié en fait. Elle va faire des galettes, elle va les vendre parce que c'est une excellente cuisinière, elle va avoir donc quelques sous pour nourrir ses enfants. Elle va tout faire pour ses enfants aussi. C'est vraiment, cette femme est une grande courageuse, elle a la hargne, cette femme, c'est voilà, c'est le courage de la maman de Rukiata que l'on va quand même avoir principalement dans ce livre. Et le père au début, alors il est content, hein, naturellement, que sa femme se batte pour lui, et puis vous allez voir après, ça va pas être la même. Mais voilà, il va quand même comprendre au fur et à mesure que sa femme a tout fait pour lui, pour le sortir de là et pouvoir revivre en fait avec lui, et surtout cette famille qui, franchement, c'est une famille africaine où il y a beaucoup d'amour et ils sont tous solidaires les uns des autres. Je trouvais que c'était un très beau livre. Alors l'écriture, ça m'a pas plus emballé que ça, parce que il y a des moments où
voilà, c'est pas, on voit que c'est pas son métier principal, hein, mais c'est beau parce que quand même il y a voilà, il nous parle tellement profondément de son pays, de sa famille qu'il en ressort quand même quelque chose de beau. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce livre. Alors je sais, il est apparu, hein, il est bien sûr en librairie ce bouquin. Il est sorti en, ça fait un petit moment puisque voilà en 2020. Ça fait pas si longtemps que ça en fait, hein. Donc il est sorti en septembre 2020 ce bouquin et celui-ci il est sorti en fin 2024 je crois, que je raconte pas de bêtises non plus. Ah non, 2025. Donc vous voyez, celui-là, il est vraiment, ça fait pas si longtemps que ça que je l'avais dans ma pile à lire et je voulais absolument le lire. Donc voilà des femmes courageuses, hein, j'aime beaucoup en fait ces histoires de femmes, un peu féministes, hein, dans ce qu'elles peuvent faire parce que c'est pas si simple que ça. J'en lis un autre là qui est encore un autre pays et encore quelqu'un de très courageux, je vous en parlerai prochainement. Alors aujourd'hui, je vais revenir avec deux livres que je vais vous présenter. Du coup, le premier va être Le Tambour des larmes de Beyrouth, hein, qui a été édité aux éditions Elisade Poche. Je trouve que la couverture est vraiment très jolie et j'y ai mis ce marque-page là. Donc je vous l'ai certainement déjà montré, ce marque-page, puisque il était dans un livre que j'ai lu et que j'ai vendu sur Vinted parce que ce livre était le premier tome d'une saga que je n'ai pas du tout aimé, Magnolia Spark. Je ne sais pas si ça va vous parler. Et du coup, voilà, je l'ai vendu et c'est très bien. Donc, Suivre son cœur avec un tout petit bout de tissu trop mignon, une petite porte avec un petit arbre, enfin une petite photo très mignonne. Donc, hop, quand je l'ai récupéré, je l'ai mis dans mon livre du moment. Donc là, nous allons être en Afrique encore, nous allons être dans le Sahara mauritanien avec Rayana. Alors ce livre est fait en deux temporalités puisque nous allons suivre Rayana. En fait, Rayana va accoucher d'un petit bébé. Et du coup, nous allons être avant l'accouchement, comment, pourquoi il se passe ça, et après l'accouchement. Donc en fait, il faut savoir que ce bébé va être, va être enlevé de sa mère, hein. Donc c'est la mère de Rayana qui va y enlever son enfant parce qu'en fait ce bébé a été conçu hors mariage, illégitimement. Donc du coup il fallait, pour sauver sa fille, hein, pour sauver l'âme de sa fille, il fallait cacher ce bébé. Et du coup elle va donc la cacher pendant toute sa grossesse et puis elle va donc donner l'enfant à quelqu'un dans une famille. Mais le livre, donc comme je vous dis, est avant, comment elle a rencontré cet homme, etc., comment ça s'est passé, voilà. Et nous allons être surtout avec le récit d'après, donc avec la quête de Rayana qui va être de rechercher et de retrouver son bébé. Mais pour ça, du coup, elle va, donc comme je vous dis, elle va être mariée avec un homme, etc., puisqu'on voit tout ça hein, dans le livre, le mariage, etc., quand même, après qu'elle ait accouché. Et du coup, un jour, en fait, elle n'est pas bien. Cette femme n'est pas bien. On lui a enlevé son bébé. Quelle qu'elle soit, elle pense à ça tous les jours. Et du coup, son mariage n'est autre qu'ironie du sort, parce qu'elle s'en fout, en fait, d'être mariée, même avec un homme qu'elle aime quand même. Cet homme, elle l'aime, puisqu'elle le connaît depuis toute petite. Mais c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut son bébé. Et du coup, elle va s'enfuir un jour, dans le désert. Elle va même pas savoir où elle va, à la recherche de son enfant. Et nous allons donc traverser les villages, les villes. Elle va rencontrer des gens sympas, d'autres moins, qui vont un petit peu abuser de sa gentillesse et de sa naïveté. On va rencontrer en ville des gens... en fait, Rayana, elle est née avec des bédouins hein, dans un village reculé, on va dire. Donc du coup, elle ne connaît pas du tout le monde contemporain. Mais vu que ce livre est écrit aujourd'hui, du coup, on va être en ville avec des gens qui ont Internet, un téléphone portable, etc. Donc du coup, elle est un petit peu perdue, Rayana. Mais voilà, elle va être à la quête de son bébé. Donc je vous laisse lire ce livre pour savoir si elle va réussir à le trouver ou pas. Moi, j'ai trouvé que c'était une femme hyper courageuse. Elle a la hargne pour tout.
elle, quand même, elle traverse des contrées, des kilomètres et des kilomètres à s'enseigner les pieds, voilà, dans le désert chaud. C'est voilà, une très très belle histoire. Bien sûr, c'est un roman. Hein, ce n'est pas, enfin, je sais pas, ça peut être une histoire vraie aussi, mais le truc, le tambour des larmes, c'est parce qu'en fait, je vous ai pas expliqué ça, c'est quand même important. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans ce village, il y a un tambour. Alors, j'ai regardé un peu les rites des tambours, effectivement, c'est des tambours sacrés, hein, on va dire. Et en fait, Rayana, quand elle s'enfuit, elle emporte le tambour avec elle. Donc du coup, les villageois vont être un peu à la recherche de Rayana, mais surtout à la recherche du tambour. Et du coup, il va y avoir donc elle avec sa quête de retrouver son enfant, mais aussi elle va se cacher des autres qui veulent la retrouver, les gens de son village. Donc ça va être une escalade de moments et de moments incertains, et on ne sait pas trop où elle va, comment elle va s'en sortir. C'est voilà, c'est une très très belle histoire. Alors j'ai pas non plus, je trouvais qu'il y avait des moments très longs, des écritures un peu chaotiques. Hein, voilà, j'ai aimé, mais c'est pas non plus un livre qui me restera voilà, comme une histoire que l'on aime malgré tout. Des excellentes lectures, j'en ai faites. Ça, j'ai pas trouvé que c'était pour moi, hein, je le redis bien, pour moi, une excellente lecture. Mais par contre, j'ai appris encore des choses sur ces populations que je ne connaissais pas. Voilà. Et puis du coup, ben, je me suis documentée sur la Mauritanie, sur voilà, Attar, que je ne connaissais pas, plein de choses. Donc c'est très intéressant toujours de lire des livres d'autres cultures. Et du coup, j'ai lu Le Café Chat de Mélissa Dallet, qui m'a été offert par une copine. Donc, il a été édité en poche chez Françoisir. Et à l'intérieur, j'y ai mis une petite carte postale de Tarascon qui m'a été envoyée par une copine cette semaine. Alors, ce livre, il est attendrissant à souhait. C'est pas le livre du siècle, mais ça m'a fait un bien fou après des histoires un petit peu difficiles. Donc là, nous allons être avec Molly, hein, puisque nous allons être, la narratrice est Molly, la chatounette. Donc du coup, c'est une petite chatte qui est chez sa maîtresse depuis un petit peu. Et puis, elle est bien hein, chez sa maîtresse. Elle a son petit pâté, ses petites croquettes. Cette petite mamie est adorable avec sa chatounette. Mais malheureusement, Marjorie va être malade. Elle va être prise de démence. Donc elle va avoir la maladie d'Alzheimer. Et le fils de Marjorie il va falloir qu'il place cette femme en maison. Et du coup, naturellement, qu'en France, les animaux ne sont pas permis dans ces instituts. Du coup, il va falloir qu'il place la chatte chez quelqu'un. Donc, il a trouvé un copain qui va garder le chat. Donc, il l'emmène, etc. Donc là, ça commence comme ça. Hein. Il va l'emmener dans sa boîte. Et Molly va se retrouver chez un homme avec 3 chiens qui ne peuvent pas piffer Molly. Donc ça va être une cavalcade d'embûches hein, pour Molly et qui va être nourrie une fois sur deux parce que bah, cet homme s'en fout du chat. Hein, il la prend parce qu'on ne lui a pas imposé mais presque. Donc du coup un jour Molly va s'en aller de cette maison parce qu'elle n'en peut plus. Et du coup elle va errer les villages et elle va errer les rues d'une ville. Et dans cette ville, en fait, elle va rencontrer plusieurs personnages qui sont des chats errants. Donc, il faut savoir que certains chats ont des rues appropriées. Donc, tu n'as pas à venir là parce que c'est ma rue. Tu n'as pas à venir là parce que c'est la mienne. Et du coup, Molly est un petit peu désemparée. Elle qui a toujours été sur du coton ouaté, hein, c'est clair, chez Marjorie. Elle ne comprend pas qu'on ne puisse pas lui laisser une petite place dans une rue. Donc, elle va quand même se défendre, hein, mais ça va être très compliqué pour elle. Et un jour, elle va tomber dans une rue où, voilà, elle se dit, bon, bah là, il n'y a pas âme qui vive, hein, je ne vois personne, donc du coup, je vais m'installer. Du coup, elle va trouver de cagettes, là, et puis elle va s'installer là, mais il va y avoir quand même un chat qui est là, mais ce chat est adorable et lui fait de la place. Et j'ai trouvé déjà là que c'était une belle ambiance pour ces deux chats. Moi, je trouve que c'est vraiment attendrissant. Puis alors, j'ai trouvé la plume légère, vous voyez. C'est trop, trop chou.
Et du coup, Molly va, ce chat va partager ses repas avec Molly. Il va un petit peu s'en foutre, hein. Il dit, moi, j'aime pas les humains, genre, hein, j'ai envie de vivre ma vie. Et puis, elle va être à côté d'un café, en fait. La poubelle et les cartons où elle dort, en fait, vont être à un café d'à côté. Et la propriétaire de ce café s'appelle Debbie. Et un jour, donc du coup, elle voit cette petite chatounette, donc elle va commencer à lui donner un petit ton maillot, un petit reste de ça, un petit reste de ci. Et puis un jour, il va y avoir une pluie torrentielle et Molly est dans un état terrible. Et Debbie va lui dire, oh non, mais là, je peux pas te laisser dehors, donc du coup, tu vas rentrer. Et de là va arriver un amour entre Debbie et Molly. Et j'ai trouvé, j'en ai encore des frissons tellement c'est une belle histoire. J'ai trouvé vraiment, moi qui aime les chats, ça m'a... J'avais un petit peu de larmes hein, aux yeux, parce qu'il va y arriver plein de choses, elle va se demander si Debbie va la garder, etc. Donc, vu le titre, vous avez compris, mais il va y avoir plein d'embûches, parce que Debbie a une histoire aussi. Et du coup, c'est très frais, c'est très beau, et franchement, c'est un petit bouquin qui m'a fait du bien de 300 pages à peu près. Donc voilà ce que je peux vous dire de... mes deux lectures de ce début août. Et je reviendrai donc une dernière fois avec d'autres bouquins. À plus tard. Alors, je vais revenir une dernière fois pour cette vidéo avec 3 bouquins, dont Le joueur d'échecs de Stéphane Zweig, aux éditions Pavillon Poche de Robert Laffont. Donc, c'est une nouvelle, en fait, qui a été... écrite en 99 pages, c'est un tout petit bouquin, vous voyez, voilà. Et donc il n'y a qu'un chapitre, hein, ce n'est pas chapitré, et c'est une histoire qui est juste superbe. J'y ai mis ce petit marque-page là à l'intérieur qu'on m'avait donné. Voilà pour ce bouquin. Donc là, on va être en fait avec dans les échecs. Donc en fait, on va être avec 2 personnes complètement différentes, complètement opposées. Donc nous allons avoir la première, qui est une personne qui est née en Yougoslavie, qui était seule, qui a été, qui a été élevée par le curé du village. Et en fait, c'est un enfant qui est un peu neuneux. Il n'arrive pas à aller à l'école, etc. Donc en fait, c'est quelqu'un qui fait les tâches qu'on lui demande, mais c'est tout. Et un jour, en fait, le curé va au café, parce que là-bas, il y a beaucoup de joueurs d'échecs en fin de journée, donc ils vont boire un coup, ils vont jouer aux échecs, et du coup, il emmène Mirko, c'est ça, hein, il s'appelle Mirko, voilà, Sventovic. Et du coup, Mirko est là, toujours avec donc le curé du village. Et le curé du village est appelé pour, quelque chose dans le village. Donc du coup, il faut qu'il parte vite. Et en fait, quand il s'en va, donc il était en train de jouer aux échecs. Et là, en 3 coups, il bat le gars contre qui il était. Tellement, voilà, il a le truc hyper facile dans sa tête. Et en fait, il va advenir de ce Mirko qu'il va être champion de son pays, champion dans sa catégorie, champion du monde en fait. Donc c'est un champion, un très 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 fort aux échecs. Et ensuite on va avoir un homme qui est lui dans les affaires, et il va se faire avoir par la Gestapo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, cet homme il va être enfermé en fait, et psychologiquement, il va être enfermé où il n'y aura rien. Il n'y aura que 4 murs, des toilettes, un lit, et c'est tout. Et en fait, toute la journée, il va être solo, 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 solo. La seule promenade, entre guillemets, qu'il va faire par jour, c'est aller voir la Gestapo qui vont lui arracher les vers du nez, mais lui, il veut rien dire. Donc du coup, il retourne dans sa prison, hein, où il n'a rien à faire, il n'a qu'à regarder les murs, les murs, les murs. Et un jour, il va voler un bouquin dans la poche d'un garde.
Et ce livre, c'est des parties d'échecs en fait. Il y a plein de parties d'échecs, comment jouer, comment gagner, etc. etc. Et il va s'en imprégner, il va jouer, mais sans jeu en fait, hein, ce n'est que dans sa tête. Et il va jouer, il va jouer, il va jouer dans sa tête une fois, deux fois, trois fois, 10 fois les parties. Et voilà donc la deuxième personne. Et un jour, en fait, ces deux personnes vont se rencontrer sur un paquebot qui va relier New York à Buenos Aires. Et du coup, il va y avoir donc Mirko qui va être là, et donc ce monsieur B. Et en fait, ce monsieur sait qu'il y a ce joueur d'échecs et il voudrait se confronter à lui, mais voilà, il essaie par tous les moyens de pouvoir le faire. Mais c'est pas facile. Donc du coup, il y a d'autres joueurs, donc le soir, pareil, les gens jouent sur le pont, etc. Et en fait, il advient, après plusieurs péripéties, que ces deux personnes vont se rencontrer. Et ça va être tout ce cheminement, la vie d'avant, cette vie-là. Voilà, on va appréhender tous les personnages. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est très intéressant. Et on voit la plume de Stefan Zweig qui veut nous amener vers des choses où l'on réfléchit, où l'on se dit effectivement la pensée, quand on est enfermé, comment on peut se divertir. L'autre qui est bête, hein, c'est le bedio du village, qui devient par excellence le champion du monde des échecs. Donc voilà, il y a plusieurs choses à ressortir de ce bouquin, et puis d'autres que je ne peux pas vous dire, vous le lirez par rapport à la guerre, par rapport à Hitler en fait. Il y a plein de choses qui sont là, et voilà. Donc je vous laisse lire cette petite nouvelle qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors c'est pas une lecture qui, voilà, toute fraîche, tout machin, on réfléchit un peu, mais c'est simple, c'est pas une grande écriture avec des mots qu'on comprend pas. C'est vraiment lisible par tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire de ce bouquin. Ensuite, j'ai lu Pêche aubergine, excusez-moi, d'Anaïs Ziakovic, hein, aux éditions Fayard. Donc c'est un livre que j'ai payé 19 € lors d'une dédicace dans mon Cultura à côté de chez moi. Donc dans mon Cultura, c'est rare que j'achète des bouquins quand j'y vais. Mais là, bon, voilà, il y avait la dédicace, etc. Donc moi, j'aime bien avoir un petit mot sur mon bouquin, j'avoue. Donc là, on va être avec Sophia. C'est une trentenaire qui vient de se faire larguer par son copain parce que, en fait, on est dans la vie contemporaine hein, d'aujourd'hui. En fait, Sophia ne veut pas d'enfant. Et du coup, son copain Benjamin, lui, en veut. Donc du coup, c'était compliqué entre eux et il l'a lâché pour quelqu'un d'autre parce que lui, il veut absolument des enfants. Donc ça, c'était un thème abordé qui est vraiment actuel. Hein. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui réfléchissent beaucoup à avoir des enfants. C'est un fait de société, on va dire. Et puis, du coup, Sophia va être un peu embêtée parce que sa mère lui dit « Tu nous amènes quelqu'un pour Noël, hein, t'es pas toute seule, tout ça ». Sa mère étant malade, elle a eu un cancer, elle est en rémission, mais elle va retomber malade. Et du coup, elle veut faire plaisir à ses parents et puis elle en a marre de dire « T'as un copain, t'as un copain ?» Donc du coup, elle fait « Oui, 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 je ramènerai quelqu'un », mais en fait, il n'y a personne, hein, elle connaît personne. Donc ses parents habitent dans le Jura, elle habite à Paris. Et du coup, il va y avoir tout un tas d'histoires qui va arriver. Voilà, ça va. C'est frais, c'est pétillant. Sophia est quelqu'un de très rigolote. Alors moi, j'ai pas ri aux éclats. C'est pas un livre qui m'a embarqué, j'avoue. En fait, j'ai pas aimé ce livre. Je l'ai lu parce que voilà, je l'ai acheté 19 € et que ça m'ennuyait de lâcher. Mais je n'ai pas du tout aimé l'histoire de Sophia. Alors l'histoire en elle-même, les thèmes abordés sont intéressants, dommage, ils n'ont pas été approfondis, j'ai trouvé. On va aussi avoir le thème de la PMA pour les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou les gens solos qui veulent des enfants, voilà, donc ils vont dans des pays étrangers pour pouvoir avoir recours à ça. Et du coup, voilà, il va y avoir vraiment des thèmes très, très bien. J'ai trouvé que les thèmes étaient pas mal. Mais par contre, ça part du coq à l'âne. On comprend même pas la 4e de couvre quand on commence à lire, oui. Mais alors après, ça,
Je vous dis, ça prend des chemins tortueux, c'est très compliqué, j'ai pas compris en fait où elle voulait aller. Donc voilà, bon, écoutez, c'est une petite histoire, ça m'a duré 2 jours et demi. Je voulais absolument finir ce bouquin, donc c'est un bouquin qui fait 250 pages à peu près. Et ben, ça arrive hein, qu'on tombe sur des livres que l'on n'aime pas. Tout ce que j'espère, c'est que certains vont aimer ce bouquin parce que voilà, elle a l'air toute mignonne, cette petite autrice, toute gentille. Et du coup, voilà. Bon, moi, j'ai pas du tout adhéré à son bouquin. Et enfin, j'ai lu, hop, ce livre qui m'a été offert par ma fille il y a un petit moment, voire quelques années. Donc, avoir le courage de ne pas être aimé. De 2 japonais, Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Donc c'est un livre qui a été lu par des millions de personnes, qui a été traduit dans je ne sais pas combien de langues. Alors j'y ai mis à l'intérieur parce que cette petite carte était très compliquée à placer dans un bouquin et celui-ci il est assez large, donc du coup ça allait très bien. Donc c'est ma copine Anne-Marie, excusez-moi, qui m'a envoyé cette carte de sa Bretagne. Du coup, ce livre, il est, voilà, c'est philosophique, hein, donc c'est pas une lecture simple. Je l'ai lu en plusieurs, en fait, il y a 5 chapitres, donc du coup, je l'ai lu en 5 fois pour m'en imprégner, parce que on peut pas lire ça comme, un bouquin, comme un roman, quoi. Il faut réfléchir. Moi, il m'a fallu un calme complet pour lire ce bouquin, parce que je réfléchissais en même temps que je lisais. Voilà, comme tous ces bouquins-là. Donc, je suis contente de l'avoir lu. Ça remet un peu les points sur les i. Ça remet un peu l'église au milieu du village, comme je dis. Mais, alors, à un moment donné, en fait, il nous parle de... donc, il y a beaucoup de philosophes, psychothérapeutes. Hein. On va parler de Freud, on va parler de Nietzsche, on va parler surtout et beaucoup d'Adler, puisque on va parler de la psychologie adlérienne. Et du coup, je le connaissais pas en fait, Adler, donc je l'ai découvert en même temps que de lire ce bouquin. Donc c'est une autre philosophie de vie. Et du coup, il disait par un moment que pour appréhender en fait ce livre, il fallait la moitié de son âge d'aujourd'hui. Donc moi, si vous voulez, j'ai 52 ans, donc s'il faut que j'avale ce bouquin, s'il faut que mon cerveau, il avale ce bouquin en 26 ans, j'aurai un certain âge. Donc, bon, j'aimerais vivre très longtemps, hein, mais voilà, c'est ce qu'il en ressort. Alors, est-ce que, voilà, il faut peut-être pas tout prendre à la lettre non plus dans ce livre, mais il y a des choses comme ça qui sont... Sur le moment, si vous voulez, c'est comme les accords Toltec que j'ai lus l'année dernière. Ce sont des livres qui sont très intéressants. Sur le moment, on se dit, bah oui, franchement, on s'en fout, en fait. Ils ont raison. Et en fait, ce que l'on vit, en fait, revient dans nos têtes et on recommence, en fait, malgré tout. Quand il nous arrive quelque chose, effectivement, ou quand on lit des choses comme ça, on se dit, mais oui, mais pourquoi je m'ennuie alors que demain, ça se trouve, je ne peux ne pas être là et tout. On s'en fout des autres, on s'en fout de la vie des autres. Mais quand même, dans notre société, en fait, l'apparence de la personne, moi je trouve que c'est très... Moi je vois hein, par rapport au voisinage, par rapport à la famille, par rapport au boulot. Quand on rentre pas dans les cases, on est un petit peu montré du doigt. J'en ai un petit peu souffert à un moment donné de ma vie, donc je sais de quoi je parle. Il faut rentrer dans les cases malgré tout. Je le dis souvent, la normalité de l'un n'est pas la normalité de l'autre. On en parle dans ce livre. Effectivement, on ne pense pas du tout la même chose. Donc être bien soi-même et avec soi-même, c'est déjà le début de bien vivre, en fait, du bonheur. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce livre. C'est très intéressant, c'est très philosophique, comme je vous dis. Il faut réussir à comprendre. Le vocabulaire est simple, hein. Mais il faut, en fait, c'est un dialogue entre un philosophe et un jeune homme qui a une vingtaine d'années. C'est très intéressant. On voit la vie des deux, on voit les questionnements, le raisonnement. C'est hyper intéressant et très très fluide malgré tout. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce bouquin, ça peut être intéressant. Moi, j'en lis pas des millions parce que c'est pas vraiment
ce que je lis d'habitude, mais de temps en temps, ça remet, comme je vous dis, les points sur les i. Voilà ce que je peux vous dire de mes 3 livres que je viens de terminer. Celui-ci, je viens de le terminer à l'instant. Donc, c'est pour ça que je vais faire, que je fais cette dernière petite vidéo pour vous montrer tout ça. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine ensoleillée. Il fait très chaud. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août. Ça fait 2 jours que c'est canicule, on reste au frais. Et c'est l'anniversaire à ma fille aujourd'hui, donc je vais lui faire un petit coucou ici. Même si cette vidéo paraîtra le lundi prochain, je ne sais plus, on sera le 18 je crois, mais c'est pas grave, je lui fais un petit coucou et un petit bisou. Voilà, à bientôt, bye bye.